On va continuer avec vous, Xavier de Giacomoni, puisque le New York Times résume la situation de façon très claire. Le président Trump nous dit le New York Times, est en train de peser une décision cruciale. Entrer ou non dans la mêlée en aidant Israël à détruire, et c'est là ce qui compte, l'installation d'enrichissement nucléaire de Fordo profondément enterré, que seul le plus grand bunker buster, c'est-à-dire la plus grande bombe, la plus puissante, pourrait permettre d'atteindre et de détruire. Xavier de Giacomoni, que pouvez-vous nous dire sur ce point? Est-ce qu'en effet, ce serait là, pour Trump, la priorité? A priori, oui. Voilà, le site de Fordo. Vous voyez, ce site, il est dans les montagnes, au sud de la ville sainte de Qom. Et tout ce qu'on voit depuis le ciel, tout ce qu'on voit à la surface, c'est un périmètre chemin de ronde qui garde tout le site, un bâtiment technique ici, une route, et puis c'est tout. Pourquoi on ne voit que ça, Amélie? Parce que tout se passe dessous, certainement à plus de 80 mètres de profondeur. C'est là que sont disposées les centrifugeuses qu'Israël cherche à démanteler, cherche à démonter avec la seule bombe au monde capable de le faire, celle-ci, la GBU 57, surnom Bunker Buster, la briseuse de bunker. Une bombe de plus de 13 tonnes, dont 2 tonnes 3 d'explosifs, larguée uniquement par des bombardiers furtifs B-2 américains, mais surtout la GBU 57 n'explose pas en surface. Vous allez voir l'image, la bombe pénètre le sol à une vitesse supersonique avant d'exploser à l'intérieur même du sol qu'elle a pénétré. Efficacité maximale, surtout si 2 bombes sont larguées à intervalles réguliers. Le bombardier B-2 peut emmener uniquement 2 bombes. Je vous rappelle qu'elle fait 13 tonnes. Vous allez voir sur ce point d'impact. La bombe pénètre le sol et ensuite, elle explose. Et là, cette bombe peut atteindre une profondeur estimée par les spécialistes de 60 mètres. Ça dépend en fait de la nature du sol. S'il y a uniquement de la roche ou de la terre, ça peut aller plus profond. Mais a priori, à Fordo, il y a des couches de béton qui se superposent. Alors, un seul avion moderne peut la porter. Il s'agit du bombardier furtif B-2, opéré uniquement par l'US Air Force, d'où l'importance de la décision que s'apprête à prendre Donald Trump. Les Israéliens ne disposent ni de la bombe, ni de l'avion pouvant la porter. Le B-2, 6 d'entre eux, vous les voyez là sur le tarmac de l'île de Diego Garcia. Ils ont été transférés à la fin du mois d'avril. Ils sont stockés dans ces hangars climatisés parce que leur blindage à base de carbone, ce qui les rend furtifs, est extrêmement sensible au soleil. Mais Amélie, même une dizaine de GBU 57 ne viendrait sans doute pas à bout de ce site profondément enterré. Alors une autre option se dessine. Avant le largage des bombes américaines, les Israéliens pourraient mener une opération commando sur Fordo. Une opération à très haut risque, mais que des soldats d'élite de Tsahal sont tout à fait capables de réussite. Les parachutistes seraient largués à très haute altitude, sous oxygène, 10 000 mètres d'altitude pour ne pas être repérés, plus d'1 minute de chute libre avant d'ouvrir leur voile directionnel pour se diriger vers Fordo. Parvenus au site, ils pourraient bénéficier de l'effet de surprise pour poser des charges d'explosifs sur des points névralgiques de ce site, et les bombes GBU 57 frapperaient 2 à 3 heures après leur départ et après déjà des explosions dans le site. Dans ce scénario, c'est le seul en fait qui est capable d'entraîner une destruction significative du site. Le plus difficile en fait serait la récupération, l'exfiltration du commando, 10 à 12 hommes qui pourraient être récupérés par hélicoptère furtif en profitant du chaos généré, mais le risque d'être confronté à des éléments des gardiens de la Révolution est extrêmement élevé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en septembre dernier, Israël a réussi une opération du même genre, beaucoup moins risquée. Ça s'est passé en Syrie. 120 commandos du Shaldag et de l'unité 669 pour l'extraction du commando ont totalement détruit une usine souterraine de missiles au nord-ouest de Homs, en pleine Syrie. Je rappelle que Bachar al-Assad n'était pas tombé à ce moment-là. Officiellement, 30 morts côté syrien, aucune perte
côté israélien. Les commandos seraient restés moins de 30 minutes sur place. Mais attention, à Fordo, cela risque d'être beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Maya Kadra, Fordo, c'est bien évidemment pour vous la priorité. Ce serait la priorité si d'aventure les États-Unis s'engageaient militairement? Alors il y a deux scénarios. Commencer par Fordo ou bien attendre la chute du régime pour prendre Fordo, parce que là, il y a cette opération, je ne suis pas du tout spécialiste militaire, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais comme ils l'ont très bien expliqué, d'un point de vue géographique, c'est assez rocailleux, c'est une montagne, c'est assez profond, très probablement à 80 mètres, donc si les bombes américaines XXL arrivent jusqu'à 60 mètres de profondeur, il nous reste 20 mètres où il y a une incertitude qui plane. Donc est-ce qu'on commence par Fordo stratégiquement d'un point de vue militaire, ou est-ce qu'on continue à frapper le régime pour le diviser complètement, pour qu'il soit en état d'effritement et d'émiettement, pour arriver à Fordo d'une manière qui ne soit pas militaire, d'une manière qui soit presque pacifique en fait? Tout repose sur ce point-là. Est-ce qu'on continue à affaiblir le régime? Est-ce qu'on vise le guide suprême, Ali Khamenei? À ce moment-là, Fordo ne sera plus cette forteresse inaccessible. L'accès à Fordo passera par les voies diplomatiques dont on parlait. Alors, Général, c'est vous qui avez remis sur la table la question de la GBU-57, cette fameuse bombe anti-bunker américaine que les États-Unis seraient les seuls à posséder d'ailleurs, la seule en mesure de détruire ces sites militaires nucléaires iraniens souterrains. C'est 6,2 mètres sur 80 cm, charge explosive de 2,4 tonnes. On insiste parce que ce point-là, il est au cœur des discussions depuis plusieurs heures maintenant. Quand bien même les États-Unis ne diraient pas engagement militaire total aux côtés de Tsahal, Trump, vous nous dites, pourrait donner ces armes-là? Moi, ça me semble plausible. Ça me semble plausible parce que, ça serait mis en œuvre par les Américains. Attention. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il ne faut absolument pas de perte américaine sur le territoire iranien dès lors qu'il y aurait une mission offensive. Donc on est bien sur le façonnage de l'ensemble du théâtre des opérations, c'est-à-dire que les Israéliens devront avoir éradiqué au maximum toutes les défenses antiaériennes. Le renseignement devra bien préciser l'état des cibles, quelles qu'elles soient. Oui. Il n'est pas vraisemblable d'ailleurs qu'il n'y ait qu'uniquement Fordo qui soit la cible, parce que je pense que l'objectif final sera d'être sûr que celui qui succédera à Khamenei ne sera pas capable de recommencer le programme. C'est-à-dire que c'est une destruction totale qui est attendue. Donc je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule bombe, si jamais c'était utilisé, ça sera une destruction totale. Donald Trump qui a dit qu'il ne voulait pas qu'un cessez-le-feu, il voulait la fin de tout ça. C'est ce qu'il a dit en direct lorsqu'il s'est exprimé entre deux portes dans son avion présidentiel hier. Où en est Donald Trump dans ses réflexions? Le point avec Hélène Bonnet depuis Washington. D'information américain Axios. Il s'est entretenu depuis avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et ce que l'on sait, c'est que la pression sur les épaules du président américain est énorme. Va-t-il décider d'une intervention militaire? C'est toute la question. Il fait face à la pression notamment d'une partie de son camp, des républicains du Congrès qui veulent qu'il aille jusqu'au bout, qu'il s'investisse aux côtés des Israéliens, alors qu'une partie de sa base, au contraire, électorale ne veut pas d'une nouvelle aventure militaire. L'autre difficulté pour Donald Trump, c'est d'essayer d'éviter l'escalade au Moyen-Orient. On sait, d'après les renseignements américains, que l'Iran aurait positionné des missiles qui menaceraient les intérêts des États-Unis dans la région. Merci beaucoup Hélène Bonnet depuis Washington avec Éric Josset. Donc, vous l'avez compris, les spéculations elles s'intensifient autour de la décision de Donald Trump. S'apprête-t-il à devenir un protagoniste actif de la guerre? Si c'était le cas, notre question maintenant, quelle réaction de l'Iran? Quelle réaction de l'Iran dans l'état dans lequel se trouve l'Iran militairement, notamment? Regardez l'article des Échos encore ces dernières heures. L'appareil militaire de Téhéran détruit méthodiquement. Et on va voir des images. Il y a quelques heures encore, Téhéran a vu un site de production qui a été touché par Tsahal. Imaginez-vous l'Iran en mesure de réagir fortement quand bien même Téhéran le souhaiterait? Non. L'Iran est en instance de capituler de gré ou de force. Après, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais on voit bien que ces moyens antiaériens sont insuffisants. S'opposer à l'armée américaine en ne l'ayant pas provoquée est aussi impensable. Il n'y a plus de proxy pour menacer Israël. D'ailleurs, je dirais que les forces de Tsahal aujourd'hui terrestres
se préoccupe plutôt de Gaza, sinon du sud Liban, sinon peut-être un peu en Syrie. Donc toutes les forces aériennes, c'est surtout sur l'Iran. Non, pour moi, l'Iran, aujourd'hui, est en situation de défaite. Maintenant, il faudra qu'elle accepte de capituler, ce qui est un autre souci, parce que c'est un problème politique et non plus tellement militaire. C'est-à-dire que plus la situation militaire sera dégradée, plus le guide suprême sera conduit à faire des propositions. Et c'est ce qu'on entend depuis quelques jours. Les Iraniens seraient prêts à négocier. Bah oui, mais quand on n'a plus le choix, effectivement, on veut bien négocier. Maya Kadra ? Pour moi, on parle beaucoup du guide suprême et de son potentiel successeur si jamais il est visé. Et pour moi, l'objectif, c'est non seulement le programme militaire, le programme nucléaire, excusez-moi, c'est justement le guide suprême et cette idéologie qui a été implantée en Iran en 1979, à savoir la révolution islamique en Iran. Quel en est l'avenir ? Est-ce que si on démantèle le programme nucléaire, on peut toujours tolérer un tel régime qui est aux manettes en Iran ? Est-ce qu'on réhabiliterait pas le pouvoir politique là-bas, l'armée en affaiblissement complètement, premièrement le corps des gardiens de la révolution, à savoir les Pasdaran, et en faisant tomber le régime des mollahs? C'est ça la question aussi. Pour moi, les deux s'accompagnent. La chute du régime et le démantèlement du programme nucléaire. Une question que je posais un tout petit peu plus tôt dans cette édition spéciale, c'est où sont les proxys ? Les fameux alliés, amis de l'Iran, parce que ces derniers mois, à chaque fois qu'on parlait de la région, on disait, les Yémen, du Houthi... Ils ont disparu, en fait. Le Hezbollah, c'est fini. Les Houthis du Yémen, on n'en entend plus parler. Le Hezbollah a été en grande partie décapité, notamment la mort d'Hassan Nasrallah à Beyrouth à l'automne dernier. Donc ça, c'est pour Israël une affaire à peu près réglée, sachant qu'Israël continue à bombarder. Est-ce que justement l'intervention au Liban était en fait la préparation de cette opération que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que c'était une manière de couper, pardonnez-moi, les tentacules? Oui, sans doute. On pourra reconstituer toute l'histoire vraiment à la fin de cette opération, mais oui, ça en fait partie. Moi, je pense que tout démarre le 7 octobre, en fait, au moment où Israël est attaqué. Israël n'a pas vu le coup venir, mais vraiment pas. Tous leurs capteurs sont restés totalement muets. Ils ont ignoré les signaux qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont vécu un drame, un traumatisme pour le pays. Et à partir de là, ils ont mis en branle toute la stratégie pour parvenir à décapiter la pieuvre qui, pour eux, était l'Iran. Pour les Israéliens, il ne fait aucun doute que l'Iran est derrière les attaques du 7 octobre. Donc, le Hamas décapité à Gaza avec tous les Gazaouis ensevelis sous les décombres, il y a des dizaines de milliers de victimes palestiniennes totalement innocentes. Le Hezbollah rasé, enterré sous les immeubles de la banlieue sud à Beyrouth. Les Houthis continuent à envoyer des missiles sur Israël. Ils ont encore des possibilités. Ce qui montre bien d'ailleurs que les campagnes de bombardement ne peuvent pas tout faire, bien loin de là. Quand je vous entendais parler tout à l'heure, je me souvenais aussi de la campagne de bombardement de l'OTAN en 1999 sur la Serbie. Oui. Il a fallu 78 jours, Amélie, pour faire plier la Serbie, pour faire plier Belgrade. Là, on n'en est qu'à 5 jours de bombardement dans un pays qui est bien plus grand et sans doute beaucoup plus résilient. Et sachant qu'on en parlait hier, mais il faut le remettre quand même sur la table, l'Iran a d'autres leviers, d'autres pouvoirs de nuisance. Le détroit d'Ormuz, on oublie ce levier-là. Le terrorisme. Le moyen. Le terrorisme. Oui, mais l'Iran, je reviens toujours aux moyens. A les moyens d'actionner ce levier? L'Iran est productrice de pétrole, donc ça serait comme s'auto-punir en fait si elle fermait le détroit d'Ormuz. Pas forcément. Je ne sais pas. S'ils le ferment après Bandar Abbas, ils peuvent continuer à exporter leur pétrole.